Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, votre rendez-vous quotidien avec ceux qui font l'actu en Loire-Atlantique. Et ce soir, l'actualité, c'est football. Car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une petite compète qui démarre ce vendredi, qui s'appelle l'Euro. Et même si la Beaujoire n'accueillera pas deux matchs, notre département n'est pas complètement hors jeu, puisque des équipes nationales vont loger sur la côte. Il y a la Pologne à La Baule et il y a l'équipe de Suède à Pornichet. Alors évidemment, dans l'équipe de Suède, tout le monde attend Zlatan. Et il est arrivé, il s'entraîne actuellement à Saint-Nazaire et on va le retrouver tout à l'heure avec Olivier Caillé et Yannick Lenné, enfin en arrière-plan. D'ailleurs, le voilà déjà à l'image, ils sont là-bas en direct pour nous faire vivre l'événement. Les Nazériens sont nombreux pour applaudir les Suédois, bien sûr. Et nous, ici, en plateau, on parlera également de foot avec une autre compétition qui s'appelle la Viva World Cup. C'est la compétition, on pourrait dire, des peuples sans État. On y trouve le Kurdistan irakien, on y retrouve le Darfour ou encore l'archipel des Chagos. Et un journaliste nantais a mené l'enquête sur ces autres footballeurs. Il en a fait un documentaire. Cédric Manet sera mon invité. Et puis, petite bulle d'air dans cet océan de gazon, nous allons parler de bande dessinée avec Romain en fin d'émission. Une chronique 100% Made in Nantes, vous allez voir. Restez avec nous, le 18h de Télé Nantes démarre tout de suite. Bonsoir Cédric Manet. Bonsoir. Vous êtes journaliste et réalisateur du documentaire Le but est ailleurs qui sera diffusé ce dimanche le 12 juin. Alors ça tombe bien, on parle beaucoup de football en ce moment et on va parler de football aussi avec vous. L'Euro commence vendredi et l'Euro a déjà un peu commencé aussi en Loire-Atlantique. On va partir tout de suite direction Saint-Nazaire, retrouver Olivier Caillé qui est avec le maire de Saint-Nazaire, un maire sans doute aux anges d'accueillir une telle équipe sur ses terres. Oui, et puis juste derrière nous, Anne-Lise, bonsoir, vous le voyez. On l'attendait, on parlait des bols Zlatan, des pizzas Zlatan. Eh bien ça y est, Zlatan Ibrahimovic est enfin arrivé. D'ailleurs, avant toute la délégation suédoise, puisqu'il était à Paris hier pour une conférence de presse, il est arrivé ce matin en fin de matinée aux alentours d'11h30 du côté de Gron, de l'aéroport de Montoire. Et vous l'avez dit avec nous, David Samzin, le maire de Saint-Nazaire, un maire heureux, j'imagine. Monsieur le maire, bonjour. Oui, vous avez raison, un maire heureux. Un maire heureux de voir l'ensemble de ces Nazériennes, Nazériens venus assister à cet entraînement public. Le premier, il y en aura un deuxième, le dimanche 19. Un maire heureux parce que Saint-Nazaire est une ville industrielle. Nous sommes fiers de notre industrie. Et Saint-Nazaire est aussi une ville agréable à vivre, qui sait prendre du plaisir et accueillir en résidence avec la ville de Pornichet cette équipe suédoise. Et Zlatan, bien évidemment. Mais écoutez, c'est la fête du sport, la fête du football. Et puis, dans cette période que nous traversons, de voir autant d'hommes et de femmes se rassembler autour de l'Euro 2016. Nous en sommes particulièrement fiers d'être un des acteurs de cet Euro 2016. Comment on se retrouve avec l'équipe de Suède à s'entraîner ici, au stade Léo Lagrange ? C'est une volonté politique et permettez-moi de le dire aussi une intelligence. Volonté politique parce que nous avons une infrastructure de qualité, mais parce que nous avons des services et particulièrement des jardiniers qui ont su s'engager et ils sont au rendez-vous avec une pelouse exceptionnelle. Et puis l'intelligence, c'est aussi de co-construire avec la ville de Pornichet. Pornichet a une hôtellerie 4 étoiles. Nous ne l'avons pas sur Saint-Nazaire. Nous avons des infrastructures qui nous permettent d'accueillir cette équipe, d'accueillir plus de 150 médias internationaux. Et donc c'est un coup de projecteur exceptionnel sur la ville de Saint-Nazaire. Et voilà, c'est une volonté politique parce que, je le dis, Saint-Nazaire est une ville industrielle, mais nous avons une volonté aussi d'être une ville agréable à vivre, une ville à destination touristique. Et donc, soyons clairs, c'est aussi un très beau coup de communication. On voyait la pelouse, on la voit d'ailleurs, la très belle pelouse derrière nous. J'ai lu dans les quotidiens régionaux qu'elle avait coûté un petit peu d'argent, 27 000 €, c'est vrai. Ça coûte de recevoir la Suède ? Écoutez, 27 000 €, oui, ça coûte 27 000 €, c'est une réalité. Mais nous aurions dû faire la pelouse, il est vrai, pas cette année, mais dans 2 ans, pour tout simplement le staff qui joue ici. Donc on a devancé ce fonctionnement, ce n'est pas un investissement important, mais ça va nous permettre aussi d'accueillir le FC Nantes en match amical de préparation de D1. Et puis il y a peut-être d'autres surprises à venir sur le football. On peut peut-être éventuellement accueillir d'autres équipes. Et là aussi, Saint-Nazaire est une ville de préparation sportive. Nous allons accueillir l'équipe de volley pour préparer les JO. Nous avons déjà accueilli l'équipe de rugby. Et donc là aussi, c'est une volonté de se spécialiser dans l'accueil. Et puis écoutez, vraiment, vous parlez de cette pelouse pour avoir eu la chance d'aller voilà quelques jours. C'est un billard, c'est digne d'un golf. Et lorsque moi-même je jouais sur cette pelouse, je vous garantis que ce n'était pas cette qualité-là. Alors justement, un dernier mot de l'homme, David Samzin. C'est des sensations un peu bizarres aussi d'accueillir en tant que maire de la ville une équipe comme la Suède et puis Zlatan Ibrahimovic.
Oui, parce que moi-même, j'ai pratiqué le football, mais il est rare d'une ville comme la nôtre, 70 000 habitants, d'accueillir une équipe internationale. C'est compliqué. C'est une reconnaissance du travail que nous accomplissons. Je dis nous, les services, la ville, avec l'alliance avec Pornichet. Et puis, c'est un moment de plaisir de voir autant de jeunes, vous les entendez dans les tribunes, quelles que soient nos appartenances philosophiques, politiques, nos religions, tout le monde se retrouve autour du football. C'est aujourd'hui le football, ça sera d'autres sports demain et dans l'été. Et donc, oui, vous avez raison d'employer « je suis un maire heureux ». Et quand je vois la situation internationale, ou même en France, je me dis qu'il faut savoir capter, profiter de ces moments de communion, ces moments de plaisir. Justement, on va vous laisser retourner en tribune, profiter de ces moments de communion et de cet entraînement de l'équipe suédoise. On le rappelle, qui commencera l'Euro dès lundi. Ça sera du côté de Paris face à l'Air. Nous, on parlait également des spectateurs. Ils sont 2665 vénards à être ici dans l'enceinte du stade Léo Lagrange. Eh bien, on va aller les voir et voir comment ils vivent tout ça. À tout à l'heure, Anne-Lise. À tout à l'heure, Olivier. Le foot, un moment de communion. Le foot qui génère aussi de la fierté des politiques, comme on vient de le voir, de l'engouement des citoyens. Vous, avec votre documentaire Le but est ailleurs, vous êtes allé voir une compétition qu'on ne connaît pas bien, qui s'appelle Viva World Cup, Voilà, c'est ça. et qui parle un petit peu de communautés un peu qui ne sont pas rattachées à un pays, c'est un petit peu complexe, pour dire en gros que le foot, ça peut être aussi bien plus que ce qu'on vient de voir, c'est aussi un catalyseur d'identité. Voilà, c'est ça. Ça permet à des communautés qui n'ont pas de reconnaissance politique, qui n'existent pas au niveau de l'ONU, qui n'existent pour certaines nulle part, des diasporas, des peuples qui ont été exilés au cours de leur histoire, souvent des histoires un peu compliquées, et bien de trouver un point commun, un point de rattachement entre quelques individus qui composent cette communauté. Alors ça s'est passé comme ça. C'est pour ça qu'il y avait les Kurdes d'Irak, comme je disais, le Sahara occidental, les Chagos notamment, les Tamouls du Sri Lanka. Il y en a plus de 200 officiellement, c'est-à-dire que l'ANF Board, l'association que j'ai rencontrée et qui rassemble ces communautés, a compté, a dénombré 200 équipes potentielles. Certaines existent très peu, certaines n'ont même pas 11 joueurs, mais il y a quand même une volonté de la plupart de ces communautés de se rassembler, de faire exister leurs racines, leur culture, leur langue. Alors, quels moyens pour cela ? Il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a un territoire quand ce territoire existe. Mais pour beaucoup, comme on disait, ce territoire n'existe plus. Ce sont des diasporas. J'en ai rencontré pas mal à Londres, j'en ai rencontré en Suisse, à Berlin. Ça leur permet de dire, on va se rassembler autour de quoi ? Un ballon de foot. On va monter cette équipe. Oui, c'est ce que dit aussi quelqu'un dans votre documentaire, quelqu'un du royaume des deux Siciles, qui dit « Je ne suis pas fanatique de foot, mais il touche plus de gens que la musique ou le théâtre ». Alors lui, clairement, Carmine, c'est ce qu'il va chercher. Il me disait, le foot, moi, je n'ai jamais joué, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais en effet, il a constaté, c'était la meilleure manière de tenter de rassembler. Alors le royaume des deux Siciles, c'est quand même un exemple assez étonnant parmi ces communautés. Le royaume des deux Siciles, c'est un espace qui n'existe quasiment plus. Depuis Garibaldi, la République italienne, ça fait 2 siècles. Donc on peut se demander, qu'est-ce qui donne envie finalement à ces gens-là de faire exister ces équipes. Ce qu'il faut chercher dans l'exemple du royaume des deux Siciles, c'est une sorte de rivalité nord de l'Italie, sud de l'Italie, avec un nord qui reproche au sud de ne pas participer suffisamment à l'activité économique du pays. Donc on dépasse très vite la simple anecdote du football pour tomber dans une vraie réflexion sur ce qu'est un territoire et sur ce qu'est la solidarité entre les régions dans un pays comme l'Italie. Oui, avec des fois des réflexions politiques, en tout cas une géopolitique aussi qui se cache derrière ces équipes-là. Alors vous êtes focalisé aussi sur 3 communautés en particulier dans ce documentaire. Donc les Chagossiens, donc l'archipel des Chagos qui se trouve dans l'océan Indien, qui n'est pas forcément très connu non plus, qu'on découvre grâce à vous. Les Tamouls, je le disais, du Sri Lanka. Une communauté suisse aussi des Grisons. Voilà, c'est ces 3-là que vous avez voulu suivre plus particulièrement. Notamment. Alors, il y a eu 2 histoires très fortes. Ça a été les Tamouls. Pourquoi les Tamouls ? C'est qu'il y a eu cette rencontre étonnante lors du tournoi au Kurdistan irakien. Alors là, il faut essayer de se situer la géographie. Au Kurdistan irakien, on a quoi ? On a d'un côté une équipe de football composée de jeunes garçons qui viennent de Londres, de Berlin, qui sont nés à Londres, à Berlin,
originaires de Sri Lanka. Leurs parents ont fui le conflit dans les années 80 à Sri Lanka. Ils ont monté leur équipe, mais ils n'ont jamais mis les pieds à Sri Lanka. Je veux dire, ce sont des petits Européens, comme vous et moi. C'est ça, comme nous tous, mais originaires de Sri Lanka. Et au Kurdistan irakien, ils ont rencontré qui? Leurs supporters, qui, eux, travaillaient, étaient employés par des agences indiennes ou de Sri Lanka pour faire les petites mains sur des chantiers. Comme on a pu le connaître, il y a eu beaucoup de Népalais, par exemple, au Qatar. Là, au Kurdistan irakien, c'est beaucoup de Tamouls qui viennent. Le hasard a fait, merveilleux 21e siècle, que ces footballeurs... Ces Anglais, finalement. Ces Anglais, originaires du Sri Lanka, ont rencontré des supporters qui, eux, y vivent. Jamais, sans le football, cette rencontre n'aurait eu lieu. Et... alors, la rencontre, elle est ce qu'elle est. Il y a énormément de distance et de différence entre ces gens. Mais il n'empêche que, grâce à ce tournoi de foot, ces gens-là se sont rencontrés. Oui, alors, ça me permet de rebondir, entre guillemets, sur aussi ce qui se passe en ce moment à Saint-Nazaire, avec des supporters français qui vont aller applaudir aussi un entraînement d'une équipe de Suède. On va retrouver Olivier Caillé, qui est justement en compagnie de ces Nazériens qui ont fait le déplacement pour aller voir l'équipe de Suède. Oui, et pour aller voir Zlatan, qui est le meilleur d'après eux. Alors, je suis avec Elodie, qui se trouve à côté de moi. Et puis, vous allez le voir, Anne-Lise. Moi aussi, j'ai mon petit drapeau suédois. Ça y est, je suis converti à la Zlatanitude. Bonjour, Elodie. Alors, vous avez fait le court déplacement de Pornichet pour venir voir l'équipe de Suède ou pour venir voir Zlatan? Moi, personnellement, pour voir l'équipe de Suède. Je pense que les enfants qu'on accompagne sont venus voir Zlatan. Pour eux, c'est une idole. Ils l'adorent. Ils n'ont que son nom à la bouche. Alors 2665 personnes, on le disait tout à l'heure dans le stade ici à Léo-Lagrange. Vous faites partie des vénards à avoir pu rentrer. Comment vous vous êtes procuré la place? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est qu'à Pornichet, les enfants des écoles ont fait plein d'activités pour la venue de la Suède. Et monsieur le maire a souhaité récompenser les enfants qui avaient participé à ces activités. Donc aujourd'hui, on les accompagne. Je travaille à la mairie, je suis responsable du service enfance-jeunesse, donc c'est pour ça que je les accompagne aujourd'hui. Puis vous en avez d'un beau maillot, vous avez fait des frais exceptionnellement pour la venue, non? Non, pas du tout. En fait, c'est mon mari, il y a quelques années, on lui a offert ce maillot et on l'a toujours gardé et c'était l'occasion de le sortir. C'était un signe. Dites-moi justement, je suis passé à Pornichet hier, il y a beaucoup de drapeaux, c'est aux couleurs bleu et blanche, bleu et jaune partout. Hein. Oui, tous les bureaux sont décorés jaune et bleu. Vendredi, les enfants dans les écoles publiques, ils ont un repas suédois. La consigne, c'est de venir en jaune et bleu. Vous parlez suédois? Non, pas du tout. Bon. Välkommen. Ah ben Välkommen, voilà, c'est déjà un mot. On le saura. Anne-Lise, on va aller se promener encore parce qu'il y a plein de choses à vous raconter ici au stade et Léo-Lagrange. À tout à l'heure. Merci beaucoup Olivier, nous aussi on a encore plein de choses à vous raconter. Petit clin d'œil en écho à la Suède, vous me disiez qu'il y a aussi en Laponie... Une équipe de Laponie, bien sûr. La Laponie, il faut la situer, la Laponie dans l'histoire représente 4 pays. C'est-à-dire qu'il y a des Lapons en Finlande, en Norvège, en Suède et en Russie un peu aussi. Et j'ai rencontré pendant le tournage, alors ils ne sont pas dans le film ou très peu, l'équipe de Laponie, adorable. Et il y avait des gamins, mais des très jeunes joueurs dont le but n'était pas tant culturel que de montrer qu'ils pouvaient jouer dans une équipe nationale, mais comme ils ne pouvaient pas jouer dans l'équipe de Suède parce qu'ils n'étaient peut-être pas tout à fait au niveau. Ils sont aussi bons que Zlatan. C'est ça. Donc ils se sont dit, bon, voilà, je vais jouer pour l'équipe de Laponie. Cela dit, si on regarde un petit peu dans l'histoire du football, on a déjà vu des rencontres comme ça entre des régions et des nations. Il y a eu des matchs entre la Corse et la France, par exemple. Oui. Donc, voilà, et la Corse a gagné d'ailleurs. C'est ce que vous appelez le phénomène un peu des champions de ma rue, c'est-à-dire en gros, comme on ne peut pas concourir dans une équipe nationale, bon, on crée notre petite équipe régionale aussi. On est tous champions de quelque chose, dans ces cas-là, c'est pratique. Voilà. Et sur l'aspect des enjeux aussi politiques qu'il peut y avoir derrière, je vous propose de voir un extrait aussi d'un Chagossien, justement, donc un de ces habitants de l'archipel des Chagos, qui est originaire en tout cas des Chagos et qui rêve de la rencontre avec la puissance dominante qu'est l'Angleterre, en fait. Qui lui a piqué son territoire, donc voilà. il est remonté. Voilà. C'est ça, on l'écoute. Vu qu'on a une équipe de foot ici, les Chagossiens, c'est qu'on fasse un match, les Chagossiens à 15 face aux Britanniques un jour. Comme ça, celui qui gagnera le match pourra en décider s'il veut la terre ou pas. Parce que je pense que si on fait un match à ce genre d'enjeu, là on verra vraiment comme si l'amour qu'on a pour cette terre. On va voir les joueurs vraiment se battre déjà, mais ce sera un match comme si dans les annales va marquer l'histoire. Comme ça, pour le match, le vainqueur
pourra imposer comme Armstrong sur la Lune son pavillon. Voilà, jeter un Chagossien après le match. Ce sera bien, ce sera quelque chose de grand. Si on a la chance d'aller en Chagos, qu'est-ce qu'on va faire? Si on va rester, on va aider à construire les bâtiments, ou même, qui sait, peut-être monter un gouvernement, Premier ministre. Est-ce que tu seras prêt pour être le secrétaire ou des trucs comme ça? Être le chef du cabinet? Mais bon. Et c'est notre terre natale, ça reste notre terre natale. Comme on dit, c'est notre mère. Il n'y a pas de maman. Donc voilà, Christopher des Chagos, cet archipel qui a une histoire assez particulière, quoi. Oui, c'est ce qu'il dit, c'est notre terre natale, c'est notre terre mère, notre terre nourricière, il n'y a pas deux mamans. En l'occurrence, si, il y a deux mamans, parce que lui, il est anglais, hein, oui. Il est britannique, sa communauté aujourd'hui, une partie de sa communauté aujourd'hui installée en Angleterre, mais il garde ses racines chagossiennes, on voit bien qu'il a envie d'y retourner. Alors là, il nous parle de ce match, mais d'une manière ou d'une autre, il a envie d'y retourner. Donc si, c'est ce que dit ce film, c'est qu'on a affaire à des gens, des communautés qui vivent sur plusieurs territoires et qui construisent une sorte de nouvelle identité sur les territoires, sur un territoire Oui, en creux, du coup, ce que vous dites aussi, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a des migrations, des gens qui viennent, on en parle quotidiennement, évidemment, et qu'on façonne comme ça notre identité, qui peut ressortir aussi avec le foot. Ah bah ça, c'est ce qui fonctionne. Eux, c'est marrant parce que l'équipe des Chagos, ils ont aussi une équipe qui joue dans le championnat anglais. Ouais. Et je pense qu'au bout du compte, on aura le FC Chagos dans un championnat en Angleterre d'ici peu. Je pense Ça sera pour le prochain documentaire. J'y ressemble, En tout cas, si vous avez envie de voir ce documentaire qui donne voir le foot sous un autre angle et qui fait parler des footballeurs aussi autrement, c'est Le but est ailleurs et c'est dimanche 12 juin sur Télé Nantes à 21h et ce sera aussi rediffusé lundi. N'hésitez pas à le regarder. Merci Cédric Manet de nous avoir parlé de foot autrement. Et tout de suite, comme promis, la petite respiration, on arrête le foot, on parle de bande dessinée avec Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir. Pas de football ce soir? Eh non, pas de football prévu. Il y a de très bonnes BD sur le foot. Oui, en ce moment ça sort. Alors on sent que il y a l'opportunité du calendrier. Un peu d'opportunisme. On va parler de BD et de BD nantaise avec un auteur nantais. Ils sont tous de sortie là, en ce moment. C'est ça. En fait, là, on va être total nantais, 100% nantais. Et je commence avec Raphaël Beuchot, qui signe avec Zidrou chez Le Lombard Un tout petit bout d'aile, qui est un très très bel album. Raphaël Beuchot, c'est pas son premier album et c'est pas non plus sa première collaboration avec Zidrou. Cette fois-ci, il nous présente une Afrique moderne, une Afrique véritablement moderne, c'est-à-dire proche de nous, dans laquelle on suit un jeune Chinois qui est envoyé en Afrique pour en fait, avec toute une société chinoise pour récupérer du bois. C'est une réalité économique qu'on ne connaît que très peu, mais qui est certes vraie. Oui, la Chine est très présente économiquement en Afrique. Voilà, il parle d'une nouvelle dictature, une dictature économique que la Chine leur impose. C'est traité un petit peu dans l'album, mais le thème principal, c'est l'excision. Alors, comment faire un bel album avec beaucoup de douceur et beaucoup d'intelligence avec un thème aussi dur que l'excision? Et ben voilà, c'est le secret des deux auteurs et il faudra lire l'album pour le savoir. Je ne vous révélerai pas tout, mais il y a beaucoup d'intelligence dans les dialogues, dans les textes et cette relation. Le titre déjà. Un tout petit bout d'aile avec un S. Ouais. C'est important le S à L, puisque c'est traité d'un phénomène individuel pour parler d'un phénomène très large. Puisque pour faire ma petite minute de culture, sachez que toutes les 4 minutes, il y a une femme qui se fait mutiler génitalement. Du fait de l'excision. Voilà, bon, le sujet est dur, mais la BD est très belle. Est instructive et elle est belle. Un autre Nantais là, qui nous parle aussi d'un sociologue connu, d'un philosophe connu, qui est Tocqueville. C'est ça. En fait, c'est Kevin Bazot qui signe son premier album chez Casterman. Alors, Kevin Bazot, il s'est intéressé du coup à Tocqueville et à un de ses romans, en fait, où il raconte tout son voyage en Amérique, une Amérique qui est en pleine construction, les grandes villes sont en train de se construire et du coup il nous emmène dans cette espèce d'Amérique où il y a encore les Indiens, où il y a encore un petit peu cette image qu'on connaît à l'époque des westerns et des Grands Lacs. Donc il nous emmène dans un voyage avec ce personnage de Tocqueville. Et on sent une influence très marquée de gens comme Hugo Pratt, de ce genre de récit de voyage et d'aventure assez douce et assez belle qui revient à un style de bande dessinée plus traditionnel, mais tout aussi plaisant.
Voilà, de la douceur encore, finalement, ce soir. pour apprendre un petit peu sur Tocqueville. Un auautre Nantais aussi pour finir, on parlait d'opportunités du calendrier. Il y a l'Euro, il y a aussi la fête des pères. Eh ben ouais, voilà. Il y a la fête des pères. Guy Nemüning, l'éditeur, ne s'est pas trompé. Ça s'appelle Papa Geek. On le doit à deux auteurs nantais. Thomas Olivry, qui est le papa de geekart.net, un site qui référence plein de dessinateurs en fait, qui font des références à des films, à des jeux vidéo, de la pop culture, en fait, tout ce qui est en lien avec la pop culture. Et là, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on nous présente un papa qui va s'amuser avec son fils. Alors, fini les Indiens, fini tout ça. Aujourd'hui, on s'amuse avec ses enfants, avec les références que l'on a. Et les références que l'on a, c'est les films des années 80. C'est les films des années 90 avec lesquels on a grandi. Et donc, quand un papa décide de partir à la cherche au trésor, ça se transforme en un film tel que les Goonies ou tel que Indiana Jones. Ça, c'est pour transmettre à ses enfants qui ne connaissent pas ça, quoi. C'est ça. Et donc, il y a Thomas Olivry et Angie Rajoelina, qui signent cet album. C'est beaucoup de douceur, beaucoup de poésie, et c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Il y a des références pour les deux. Idéal. Donc voilà, que des Nantais et une idée de cadeau donc pour le 19 juin, si je ne m'abuse. Tout à fait. La fête des pères. Il nous reste quelques secondes. On va peut-être aller faire un dernier au revoir à Olivier Caillé. S'il est toujours sur place à Saint-Nazaire. Oui, voilà, il est là, au soleil. Ah bah oui. Oui, sur place, au soleil et sur la pelouse, à quelques mètres des joueurs qui s'entraînent, vous les voyez derrière. À noter également qu'à Saint-Nazaire, il y a la Suède bien évidemment, mais également la mascotte officielle de cet Euro 2016, Super Victor, sera en déambulation samedi toute la journée. Et puis le match de l'équipe de France, puisque la France débute face à la Roumanie, ce sera vendredi sur grand écran au gymnase Fogel. Merci beaucoup Olivier Caillé, on ira voir Super Victor samedi. Merci Romain, merci Cédric, merci à vous de nous avoir suivis, à demain.